élus dans les vraies voix font parler la France. Bonsoir François-Louis Bourneau. Bonsoir Philippe David, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Alors l'actualité est lourde malheureusement. L'actualité est très dense, très lourde avec cette question qu'on posera sur la sécurité à l'école. Une professeure dans le Var a été victime d'un élève qui l'a poignardé, une prof d'art plastique. On va en parler justement de cette sécurité à l'école. Et puis un autre sujet aussi qui risque de vous faire réagir. Vous nous en avez parlé, le procès en appel du RN. On le rappelle, ça vient de tomber. L'avocat général réclame 4 ans de prison avec sursis pour Marine Le Pen avec 5 ans d'inéligibilité, Philippe David. Oui, et on va tout de suite parler parce que vous avez été extrêmement nombreux à appeler lors du premier débat des vraies voix. On a changé l'ordre des débats vu l'actualité, évidemment. Nous avons parlé de la sécurité dans les écoles. Est-ce que vous avez des enfants sûrement ? Est-ce que pour vous, ils sont en sécurité quand vous les posez le matin à l'école ? Est-ce que vous êtes inquiet pour eux ? Dites-le nous, 0826 300 300. On a Sarah de Bellegarde qui nous a contacté, le 0826 300 300. Bonsoir Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Philippe, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Et Allez-y Philippe. Vous êtes professeur et vous voulez réagir sur ce qui s'est passé à Sanary-sur-Mer. Vous allez travailler avec la peur, vous dites, bon, le métier d'enseignant, maintenant, je connais ce que c'est vraiment, c'est pas le métier le plus dangereux qui existe, on va dire ça comme ça. Ah non, si vous voulez, je dirais pas que moi je vais travailler avec la peur de l'administration en fait de l'éducation nationale, parce que les problèmes qu'on a en ce moment viennent de 30 ans de laxité, de laisser faire, et pour le pas de vague, laissez-moi rire, hein, le pas de vague c'est fini, c'est pas vrai. Moi j'ai 60 ans, j'ai commencé dans les banlieues où ça cogne, banlieue parisienne, etc. Et j'ai commencé ici dans la région de Nîmes dans un établissement classé REP. J'ai été sortie de ma voiture à coups de pied par des gamins qui m'ont cassé les côtes suite à un conseil de classe. Des parents d'élèves m'ont mis un couteau sous la gorge. Non, mais si je vous racontais tout ce qui m'arrivait en 15 ans, j'ai écrit aux députés, j'ai raconté tout ça. On n'a même pas la moindre réponse, si vous voulez. Il y a encore 5-6 ans, j'ai un élève qui a il a jeté une élève sur moi en m'occasionnant une torsion des cervicales, etc. L'élève n'a absolument eu aucune sanction. Et la mère voulait porter plainte contre moi parce que j'ai eu un geste de défense qui soi-disant a fait mal à l'enfant. Ben, j'y pouvais rien, moi j'ai eu un réflexe quoi. Et du coup j'ai eu toute une histoire. Il a fallu que le médiateur s'en mêle. Le principal tremblait dans sa culotte. J'étais en arrêt maladie, il m'appelait chez moi pour que je vienne parler à la mère qui était une femme complètement folle, radicalisée, qui disait Allah s'occupe de l'éducation de mon fils. Enfin, vous n'avez pas idée de ce qu'on entend. Et là je suis en arrêt de travail parce qu'il y a une semaine, les élèves se sont amusés à jeter des stylos en cours. Ils ont failli éborgner mon AVS qui travaille avec moi, qui est une femme charmante. J'ai eu le malheur de les punir. Et ben on a fait sauter l'heure de colle et on m'a même demandé si c'était légal. À ce point. Dans ce climat-là, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des accidents ? Alors, excusez-moi, mais on comprend pourquoi il y a tant de problèmes pour recruter des profs aujourd'hui et qu'on est obligé de faire des entretiens d'embauche à toute vitesse en 40 minutes pour recruter des profs. Restez avec nous, Sarah. On a Thierry qui nous appelle de Ramonville-Saint-Agne, en banlieue de Toulouse. Bonsoir Thierry. Bonsoir Philippe, bonsoir François. Vous êtes un ancien enseignant, vous êtes retraité depuis 2 ans, mais vous communiquez encore avec des collègues qui sont eux encore en enseignement. Justement, est-ce qu'ils témoignent d'agression, de peur ? Dites-nous tout. Alors moi j'ai été victime d'agression en 92 par un élève parce que moi je suis dans le domaine professionnel, j'ai été agressé avec un tournevis parce que j'avais surpris un élève en train de voler du matériel. Voilà, mais ça c'était déjà en 92, c'était en banlieue nord de Paris. Je savais que c'était une banlieue un peu difficile, mais moi j'ai beaucoup enseigné dans la région toulousaine sur Gourdin-Polignan, et c'était un lycée où il n'y avait pas de grille, c'était ouvert, il y avait rien. Et depuis, on a été obligé de mettre des grilles pour éviter que les gens rentrent. Ils sont contrôlés à l'entrée, et pourtant il y a 2 mois à peu près, il y a un parent d'élève qui est rentré dans l'établissement et qui a molesté un professeur parce que le professeur avait fait une réflexion à son fils, et je trouve ça inadmissible. Je suis du même avis que l'auditrice qui avait juste avant. Les élèves, il y a une impunité au niveau des élèves et on leur laisse faire n'importe quoi. Donc ils se croient tout permis dans les lycées et jusqu'à apporter des couteaux et
et puis poignarder les professeurs, quoi. Je veux dire, voilà. Sarah, vous voulez réagir à ce que dit Thierry ? Ah mais il a complètement raison. Moi, je vais vous dire, quand l'accident que j'ai eu au cervical, comme le gamin a été puni, 2 mois après, il arrive avec un taser. C'était pour essayer le taser. Et il a essayé sur une fille. Alors, manque de bol, les parents d'élèves sont moins gentils que les enseignants. Donc là, cette fois-ci, il a été exclu. Mais vous voyez, si on avait sanctionné cet enfant immédiatement, il n'aurait pas fait mal à cette jeune fille un peu plus tard, vous voyez. Mais j'ai l'impression, quand on vous entend tous les deux, alors un professeur en retraite depuis 2 ans, en retraite depuis 2 ans, et ne le prenez pas mal, Sarah, une professeure qui a quand même plus d'années de carrière derrière elle que devant elle, j'ai l'impression il y a un leitmotiv dans l'éducation nationale, c'est pas bien éduqué, bien enseigné, pardon, c'est surtout pas de vagues. C'est bien ça ? Oui, oui. Ah, exactement. Thierry, allez-y. Ah ben oui, tout à fait. C'est surtout pas de vagues, parce que à partir du moment où il y a un incident, il faut faire des rapports, il faut informer la hiérarchie, et il faut savoir que les établissements sont notés par rapport non seulement aux réussites aux examens, mais aussi aux incidents qu'il y a dans les établissements. Voilà, les parents regardent s'il y a eu des incidents dans les établissements, si c'est des établissements, ce sont des établissements sécures ou pas. Voilà. Donc, c'est lamentable. Sarah ? Ah oui, tout à fait. Les chefs d'établissement sont notés par rapport au manque d'incidents. Donc évidemment, ils ne déclarent pas les incidents. Parce que s'ils les déclarent, ça fait baisser la cote de leur établissement, ça fait baisser leur prime. Mais moi, je vous dis que j'ai peur moins des élèves que de la hiérarchie complètement incapable que l'on a. C'est d'eux que j'ai peur, pas des élèves. Alors... Non, j'allais dire, si vous avez un avis, si vous voulez témoigner justement, vous êtes professeur, vous avez des enfants qui sont à l'école, dans le supérieur, dites-le nous, 0826 300 300, on prend vos témoignages. Vous avez peur d'aller travailler, vous avez peur quand vos enfants partent à leur établissement scolaire ? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Il y a une question que je me pose quand même à l'époque, c'était Chirac qui disait « un chef, c'est fait pour cheffer ». Et j'ai l'impression que les chefs d'établissement, ils sont plus là pour cheffer et ils sont plutôt là pour mettre la poussière sous le tapis. Et comment réagissent, parce que quand les chefs abandonnent leurs subordonnés, en général, ça se termine mal. Comment et qu'est-ce que vous vous dites entre vous en salle des profs, Sarah ou Thierry, qui a fréquenté les salles de profs il n'y a pas si longtemps que ça ? On se dit qu'il vaut mieux qu'il n'arrive pas de problème parce qu'on ne sera pas couvert du tout. C'est ça qu'on se dit. Donc nous aussi, on a tendance à faire profil bas parce qu'on sait très bien qu'on ne sera pas soutenu. Thierry ? Oui, les chefs d'établissement aujourd'hui, il faut que ce soit rentable. Un établissement, il faut qu'il y ait du profit, mais c'est surtout au niveau des résultats scolaires. Il faut que l'établissement, il soit le mieux noté, il soit le meilleur. Donc à partir de là, tous les incidents, on les met de côté et c'est tout, quoi. Sarah, Thierry, je me permets, vous avez sûrement vu le film Le plus beau métier du monde. La difficulté de l'enseignement, c'est pas un problème nouveau. Même il y a toujours des cas plus compliqués que d'autres. Là, quand on voit l'actualité d'aujourd'hui avec cette enseignante qui s'est faite poignarder, c'est très dur. Mais est-ce que c'est un combat qui, on va dire, est de plus en plus difficile à avoir ? Même le rapport par rapport aux élèves, c'est quelque chose de plus en plus compliqué avec l'autorité. Moi, je dirais que c'est pas le plus compliqué parce que les enfants ne changent pas. Et moi, honnêtement, j'ai eu des problèmes, effectivement, mais l'immense masse, c'est un plaisir d'enseigner. Moi, j'adore mes élèves. Mais je vous donne un exemple. Je les fais travailler, j'en fais écrire des nouvelles. Et donc, je fais le tour des tables. Et un jour, je bois un verre d'eau. Et un jour, je bois mon verre d'eau à la fin de la séance. Ces imbéciles, ils avaient mis du parfum dedans. J'ai fait un choc anaphylactique et j'ai failli mourir. Et il y a un gamin... le gamin qui avait fait ça a fini par se dénoncer. Sa mère était horrifiée, elle m'a appelé désolée, etc. Mais je lui ai dit, madame, c'est pas le problème, en fait. Ils ne se rendent plus compte de ce qu'ils font. C'est une classe, on a passé notre temps à leur dire, arrêtez de faire des imbéciles, soyez responsables. Après cet accident, ils étaient verts de peur. Ils étaient désolés. Mais les enfants ne se rendent plus compte parce qu'on leur met plus de limites. On leur met pas de limite à la maison, on leur met pas de limite au collège. Comme disait le collègue Thierry, ils peuvent faire n'importe quoi impunément. Ils n'ont plus le sens. Il faut remettre d'urgence de l'autorité là-dedans, pour tout le monde. Parce que moi, quand j'ai fait ce choc anaphylactique, je suis vieille, donc j'ai résisté un certain temps. Mais si ça avait été un jeune à la cantine, il serait mort sur place. Vous voyez ? Ce que vous dites est terrifiant. Si vous êtes vous en retraite, Thierry, Sarah, vous en approchez, ce serait à refaire, vous referiez le métier de prof ou pas ? Moi, oui.
Oui, parce que moi je suis jamais allé enseigner avec la peur au ventre. Certes, il y a eu des cas difficiles, mais bon, ça fait partie un petit peu du métier parce qu'il faut les gérer, les régler. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas soutenu par la hiérarchie. Mais ce sera à refaire. Oui, je referai le même métier parce que j'ai pris beaucoup de plaisir aussi. Et vous, voilà. Et vous, Sarah? Oh, j'adore les gamins. C'est juste quand on a un bon chef d'établissement, ça change tout. J'adore mon métier. Eh bien, écoutez, ça prouve que finalement, vous avez tous les deux raison. Un chef, c'est fait pour chefer, et c'est malheureusement parce qu'on manque vraiment de chefs dans la haute fonction publique et la fonction publique française que tant de choses vont mal. Merci beaucoup à vous. Merci, il y a d'autres Sarah. sujets qui font réagir au 0826. Oui, d'ailleurs, 300, vous nous avez 300. laissé des messages. On vous lira juste après la pub au sujet du procès en appel du Rassemblement national. Je le rappelle, l'avocat général réclame 4 ans de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen. Vous voulez réagir 0826 300 300, ça vous indigne, vous êtes d'accord, dites-le nous, on vous reprend après la pub. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Beaucoup de sujets puisque l'actualité est très très riche ce soir, François Louis. Absolument, et ce sujet que vous nous avez suggéré au sujet du procès en appel du Rassemblement national, d'ailleurs vous voulez réagir sur cette condamnation, 0826 300 300, j'en profite Philippe avant qu'on commence, on nous a écrit parce que vous êtes très nombreux à vous nous laisser des messages et on a eu un témoignage que je vais vous retrouver juste là, ne bougez pas. En tant qu'électeur du RN, c'est Christian qui nous laisse ce message. Mon avis, c'est que Marine Le Pen ne sera jamais élue parce qu'elle s'appelle Le Pen. Voilà ce qu'on nous dit. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Réagissez 0826 300 300. Et ce sujet vous fait réagir. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Eh ben bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Quand on est avec les auditeurs sur Sud Radio, on ne peut aller que très et bien. moi, quand je suis avec vous, c'est pareil parce que je vous trouve... Vous avez une subtilité d'esprit et toujours des petites vannes à raconter et tout, voilà. Bah merci, ça me touche énormément, Muriel. Merci Muriel. Ça me fait très plaisir, franchement, ça me touche énormément. Alors François Louis, je ne vous connais pas, donc excusez-moi, mais bonsoir aux autres. Ah ben Alors, bonsoir, moi je suis ravi de vous rencontrer Muriel. Voilà. Je vais vous avouer, François Louis, c'est la classe biberon, il est très jeune, mais c'est pas négatif dans ma bouche. Mais avec Cécile de Bénibus, c'est votre... La classe biberon, c'est pas mon style. Hein. Moi je raconte les histoires, mais en off. Voilà. Mais avec Cécile de Ménibus et moi-même, il a d'excellents mentors. Bon, les fleurs sont pas chères en ce moment, c'est pas plus mal de s'en envoyer, mais je vous remercie beaucoup. Muriel, alors, allez-y. On vous écoute, Muriel. Ah mais moi c'était pas pour Madame Le Pen, hein. Moi j'appelle pour les entreprises. Ah, pour les entreprises, on va parler des entreprises alors. On vous donne la parole. Alors peut-être remise en contexte pour nos auditeurs justement si vous voulez réagir. Il y a eu justement une actualité qui est tombée sur les défaillants des entreprises en France. Donc voilà, et Muriel, vous voulez réagir, allez-y. Oui, parce que jeudi, j'ai assisté à une au vœu du MEDEF Ouest-Hérault à Béziers, oui. Ville très pauvre et très sinistrée en entreprise. Et le président qui présentait ses vœux du MEDEF nous a bien expliqué qu'actuellement, tout ce qui était automobile, c'était une catastrophe. Ils allaient licencier, ne vendaient plus de voitures, tout est quasiment à l'arrêt, et c'est quand même parce qu'ils ont supprimé tellement de choses. Regardez, à un moment donné, il y avait pour les jeunes le permis de conduire sous le CPF. Voilà, c'est supprimé. Donc, les jeunes qui veulent s'acheter une petite voiture, eh ben c'est pas la peine. Ensuite, ils ont essayé de mettre toutes les voitures anciennes, électriques, mais diesel, etc. Absolument. Voilà. Thermique. Thermique, voilà, je cherchais le mot exact. Ils n'ont pas supprimé, mais enfin, ça a été... donc, ça a stoppé les ventes. Et je peux vous dire que là, il y avait 250 chefs d'entreprise, petites et moyennes, uniquement le MEDEF, pas la CPME, etc. Donc, moi, je vous assure, il va y avoir une vague de gens qui vont se retrouver au chômage dans toutes les catégories. Les restaurants ne travaillent plus. C'est terrible, hein. Franchement, il va nous arriver une vague là. Alors, le sujet fait réagir. On est avec Alain de Lyon. Bonsoir Alain.
Oui, bonjour. Je voudrais nuancer un tout petit peu les propos parce que bien sûr, quand on parle de 70 000 entreprises qui sont entrées en procédure judiciaire en 2025, ça fait peur. Mais on a aussi du positif puisque les auto-entrepreneurs qui sont très nombreux en France portent les créations d'entreprises à un record. Alors justement, vous positionnez de quel côté ? Est-ce qu'on est dans le bon ou est-ce qu'on est plutôt dans le mauvais, Alain ? Les auto-entrepreneurs et les entreprises qui sont en train de fermer, c'est quand même pas vraiment les mêmes chiffres d'affaires et le même impact sur l'économie. Pour remplacer rien qu'un commerce qui est implanté depuis 10 ans, 20 ans, qui ferme, il faut quand même créer un certain nombre d'auto-entrepreneurs pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires équivalent. Donc le manque à gagner pour le moment il est quand même très fort et les auto-entrepreneurs se créent peut-être beaucoup, mais il y en a beaucoup qui ferment. On note quand même que c'est 1 165 813 nouvelles entreprises qui ont été enregistrées. C'est un nouveau record quand même, il faut le souligner. C'est 4,9% de plus qu'en 2024. Mais moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui beaucoup de gens deviennent auto-entrepreneurs parce qu'ils trouvent plus de job et que dans certains restaurants, quasiment, si vous voulez faire la plonge, on vous demande de facturer comme auto-entrepreneur. C'est pas un peu ça ? Si, complètement. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je pense. Les auto-entrepreneurs, les gens se mettent auto-entrepreneurs parce qu'ils ont rien d'autre à faire. Ils choisissent ça dans quasiment désespoir de cause. Et combien ferment combien passent les 5 ans ? Il y en a très très peu, en fait, par rapport au nombre qui se crée. Les gens, au bout d'un an, 2 ans, ont fermé généralement. Et moi, j'en parle avec certaines personnes. Certains auto-entrepreneurs ont un statut d'auto-entrepreneur, mais facturent parfois pas beaucoup d'euros au trimestre, pas au point d'arriver à vivre décemment. Le sujet fait réagir. Direction Paris. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Alors, vous êtes plutôt sur quelle ligne ? La ligne Muriel, la ligne Alain ou une troisième ligne ? Je rejoins. Alors, je suis plutôt quelqu'un de très optimiste depuis toujours. Là, je suis assez pessimiste, en tout cas sur un premier temps. Et moi, je vais plutôt injecter des choses comme l'impact de l'intelligence artificielle dans l'économie. Oui. Où on voit que des structures qui étaient du tertiaire, des structures qui employaient et qui avaient beaucoup de compétents, beaucoup de cadres, beaucoup de gens avec des gros salaires ou des salaires importants par rapport à la moyenne, tout est relatif, mais plus important que des manœuvres sur un chantier ou que des gens qui sont dans une usine, eh bien là-dedans, il va y avoir un gros départ, puisque des boîtes, des entreprises même internationales comme Salesforce, par exemple, qui est une entreprise américaine qui génère des milliards de dollars de chiffre d'affaires et beaucoup de résultats, eh ben, eux, ils ont fait 6 000 départs dans leur entreprise, simplement parce qu'avec l'IA, ils arrivent à maintenant produire des tâches beaucoup plus rapidement dans le tertiaire qu'on ne le faisait auparavant. Et donc, ces salaires qui étaient importants vont disparaître. Donc, on va retirer de la masse financière et de la richesse créée dans l'économie. Et donc, après, ce boule de neige, et je rejoins un peu ce que disait notre première auditrice, après, ça fait... je dirais, et même les auto-entrepreneurs. Donc tout ça dit qu'on a une dynamique qui, moi, me fait peur, en tous les cas, dans les 5 prochaines années. Toute révolution industrielle a des impacts d'organisation et souvent laisse des gens sur le carreau pendant un certain temps, le temps qu'on crée d'autres choses. Mais dans un premier temps, il y a du dégât. Alors, Muriel, quand vous entendez ce que disent Patrick et Alain, c'est vrai que l'IA coûte de l'emploi. Vous parliez de l'automobile. C'est vrai qu'il y a 40 ans, il y a eu les grèves dans l'automobile, comme par exemple les robots, notamment pour souder, ont remplacé des milliers de postes. Est-ce que ça nous impose pas, de repenser le travail de l'avenir ? Moi, je pense que le patron de Safran, qui a parlé il y a quelques jours, en disant qu'on avait un gros problème de mathématiques, de niveau en mathématiques avec les ingénieurs, et on revient au sujet précédent sur l'éducation, est-ce que ça pose pas la question qu'il faut remettre à plat notre système éducatif pour redevenir compétitif, et que là, il y a un sacré boulot ? Muriel ? Alors, sinon, Alain ou Patrick qui a dû entendre, ou Patrick ? Oui, c'est Alain, j'ai parfaitement entendu. Allez-y, Alain. Et je suis complètement d'accord avec vous. Au niveau de l'enseignement, il y a un vrai problème. Et il y a trop de jeunes aujourd'hui qui n'ont plus le niveau et il manque à l'arrivée. C'est-à-dire 90% ont peut-être le bac, mais combien ont vraiment un bac ? Excusez-moi, avec 95 ou 96% de réussite, c'est pas trop compliqué de l'avoir, a priori. Voilà, il faut savoir qu'il y a quand même moins de gens qui ont le BEPC. Enfin, à mon époque, ça s'appelait BEPC. Je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Mais à la mienne, c'était le brevet des collèges. Voilà, je suis plutôt jeune, donc bienvenue au club. Désolé. Je présente mes excuses à la jeunesse. Mais ils sont moins nombreux à avoir le BEPS. Je sais pas comment ça s'appelle. Que le bac, c'est quand même surréaliste comme truc. Muriel,
Muriel, vous vouliez réagir sur le niveau scolaire qu'il faut remettre à plat? Je suis passée dans une zone où on a été un peu coupé, mais honnêtement, alors la formation professionnelle, ils ont essayé de la relancer, mais de toute façon, on donne le bac maintenant, on a des gens qui ne sont strictement pas à la hauteur, et ça va aller de pire en pire. Hein, vous verrez, dans n'importe quel domaine, moi j'ai eu la chance d'avoir des enfants que j'ai poussés au derrière pour avoir des masters, etc. Heureusement, mais c'est pareil, dans le juridique, dans tout ça et tout, à un moment donné, l'IA risque de prendre le relais aussi. Hein. Patrick, qu'est-ce que vous en pensez, vous, notamment? Alors, l'IA, c'est sûr que ça détruit des emplois, mais si on a de très bons ingénieurs, ils vont être très bons sur l'IA et donc créer des emplois hyper qualifiés en France, non? Ça remet en question le côté éducatif. Alors ça remet en question, et donc là je rebondis sur quelque chose de positif, ce que moi j'ai constaté sur les 10 dernières années en France, c'est la montée en puissance de l'apprentissage en général, et même pour les emplois dits qualifiés, qui permet d'avoir des étudiants qui à la fois apprennent un savoir académique dans leur école, mais aussi sont confrontés au monde de l'entreprise et directement peuvent adapter ce qu'ils apprennent avec le monde réel, et donc de ne pas être en déphasage total entre un apprentissage académique qui serait totalement déconnecté de la réalité. Donc ça, c'est un point positif qu'il faudrait encore accélérer, c'est-à-dire avoir une connotation plus proche entre l'apprentissage académique et le monde de l'entreprise pour cette adaptation, sachant que même l'entreprise en elle-même, c'est pour ça que c'est compliqué de le demander à l'éducation nationale, mais même le monde de l'entreprise n'a pas une vision à 5 ans de comment elle va devoir être organisée complètement face aux avancées de l'IA. Donc se dire que l'éducation nationale, sur un plan de 10 ans, doit se dire je vais former des personnes avec de telles compétences, c'est compliqué pour eux aussi quand même. Et d'après, moi j'en ai parlé avec des experts, il y a beaucoup de métiers de l'avenir qui existeront dans 10, 15, 20 ans, qui n'existent pas encore et qu'on ne connaît même pas. Donc, j'ai l'impression qu'on est vraiment, en termes de création d'emplois, alors pas pour tout, hein, évidemment, il y a des emplois qui sont toujours les mêmes et qui resteront les mêmes. Hein. Peut-être que demain, des robots passeront l'aspirateur dans les bureaux, mais il y a quand même des boulots qui vont rester, bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de faire un gigantesque saut dans l'inconnu, et c'est sûr qu'il angoisse beaucoup de gens, on le comprend, mais il faut rester positif, François-Louis. Absolument, Philippe. Merci en tout cas à vous, merci Patrick, merci Alain, merci Muriel pour vos retours, vos réactions, vous nous suggérez plein de sujets. On va en faire d'autres, Philippe David. Absolument. On se retrouve dans quelques instants. Oui, avec plaisir. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Puis d'ailleurs, si vous voulez réagir sur Marine Le Pen, hein, on avait lancé le sujet tout à l'heure, mais vous êtes toujours là pour réagir. 0826 300 300. Procès en appel du RN. Est-ce que vous êtes d'accord avec la décision, la réclamation, pardon, de l'avocat général? La réquisition de l'avocat général qui demande 4 ans de prison avec sursis plus 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen. Réagissez 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vraie voix Sud Radio. Nouvelle déconvenue pour l'automobile française selon le baromètre 2026 des voitures de collection publié par Classique Expert à l'occasion du salon Rétromobile. La mythique 2 la mythique 2 chevaux, qu'on pensait indétrônable, n'est plus la voiture de collection la plus convoitée par les Français. Elle cède la place à un autre modèle mythique mais venu d'outre-Rhin, la Porsche 911. Mais qu'on soit détenteur de l'une ou de l'autre, de pareils bijoux ont toujours besoin d'orfèvre pour les maintenir comme au premier jour. Bonsoir Guillaume Faury. Bonsoir. Vous êtes délégué général de la NFA. Alors, vers qui se tourner quand on est détenteur d'un véhicule de collection? Alors déjà, peut-être rappeler qu'il y a 1 million de véhicules aujourd'hui qu'on dit collectionnables, qui ont plus de 30 ans. Plus de 30 ans, c'est... Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc comme nous. On est collectionnable, on va dire. Et la mention collection, en fait, concerne 30% de ce parc-là. D'accord. Donc en fait, je ferai une distinction. À la fois, j'ai envie de dire, on se tourne vers le garage classique. Quand on pense que la 206, finalement, les premières vont fêter leurs 30 ans en 2028, on se rend compte que... 206 vont fêter leurs 30 ans. Ouais. Donc du coup, c'est le garage classique. Oui. Et sinon, si on est vraiment sur un véhicule dit de collection, plutôt des garages spécialisés. Il y a 1250 garages spécialisés en France et 3000 professionnels qui
qui savent prendre soin de votre véhicule. Je faisais le calcul, celle d'avant, la 205, c'est 43 ans, c'est 83 de mémoire. Ouh là là, le coup de vieux. Alors justement, les compétences en rénovation de véhicules anciens ou historiques sont-elles autant convoitées que les véhicules eux-mêmes? Ah, mais complètement. En fait, on observe les mêmes tensions en fait dans l'emploi. Aujourd'hui, il y a un réparateur à peu près pour 120 véhicules de collection. Donc il y a on le voit, hein, il y a des postes disponibles. C'est une filière encore qui est relativement méconnue. On a beaucoup de jeunes qui viennent ici par passion sur ces métiers-là du véhicule historique. Mais on a encore des centres de formation d'apprentissage où des places sont disponibles. Donc on encourage vivement les jeunes à se tourner vers cette formation. Alors comment est-ce qu'on se spécialise sur ce secteur qu'on peut qualifier de très particulier, Guillaume Faury? Alors en fait, généralement, tout se passe après un CAP mécanique automobile ou carrosserie automobile, puisqu'en fait on a développé des certificats, des diplômes de branches qui viennent spécialiser en fait les jeunes dans ces formations-là, donc à la fois mécanique véhicule ancien et carrosserie véhicule ancien. Alors, il y a une question qu'on se pose, parce que, excusez-moi, mais par exemple, je vais prendre un véhicule très ancien, une traction avant, par exemple, ça c'est le véhicule de collection, s'il en est. Aujourd'hui, pour trouver les pièces, ça doit être compliqué. Est-ce que dans ces formations, on apprend par exemple à faire des pièces qu'on ne fabrique, évidemment les constructeurs ne fabriquent plus. On peut être amené effectivement à réusiner des pièces. Donc il y a vraiment une partie, je vais dire, débrouille, parce qu'on peut quand même retrouver encore des pièces quand même. Il y a beaucoup d'achats qui se font parfois dans d'autres pays aussi. Ah oui. Les réseaux de collectionneurs sont vraiment quelque chose qui est au niveau international. Ça peut être le cas. Après, parfois, c'est pas réparable, tout simplement. Mais les cahiers des charges, en fait, en tout cas, on voit de plus en plus de véhicules de collection sur les routes. Et pour ce faire, en fait, le jeune, au-delà finalement de la mécanique dite classique, il va falloir développer aussi un peu parfois d'ingéniosité, tout en respectant un cahier des charges aussi de sécurité. Dont on peut pas, on peut pas s'absoudre, quoi. Absolument. Est-ce que le rétrofit fait partie des prestations proposées par les entreprises du secteur? Alors rappelez-nous ce qu'est le rétrofit. Alors le rétrofit, c'est la possibilité en fait pour un véhicule ancien de finalement substituer sa motorisation thermique et puis le réservoir qui va avec vers une solution tout électrique. Alors ça concerne finalement assez peu de modèles, une vingtaine à peu près de modèles aujourd'hui qui sont homologués en France. Oui. C'est pas colossal. C'est pas colossal. C'est une technologie déjà qui doit être vraiment installée par des opérateurs spécialisés. Donc c'est pas tous les garages non plus qui sont spécialisés là-dedans. Et puis un autre point aussi, c'est qu'en fait, vous devez spécifiquement, quand vous installez un kit rétrofit, ne pas excéder plus de 20% du poids initial du véhicule. Ah oui. Alors sinon, que les batteries, par exemple, si vous imaginez, voilà, sur votre 2 chevaux, selon le kit que vous mettez de rétrofit, il faut que derrière les freins derrière traînent aussi. Sinon, c'est le drame. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très encadré, et on voit que, voilà, pour pas les citer, mais tout ce qui est fait par Méhari, je pense au club Méhari Cassis ou des opérateurs de ce type-là, ont vraiment une spécialité là-dessus. Mais ça reste assez marginal. Et quand on voit le rétromobile, la Porsche 911 a détrôné la mythique 2 chevaux. Pourtant, théoriquement, c'est pas le même prix, une 2 chevaux et une 911, non? C'est clairement pas le même prix, même si les 2 chevaux ont augmenté au terme de cote. Mais on est très loin des 911. Ouais. Dernière question très intime, Guillaume Faury. Oui. Si vous aviez un véhicule de collection qui vous est rêvé avec budget illimité, vous prendriez quoi? Ouais, là, je pense passé, futur, la DeLorean. Oh là là, oui, retour vers le futur, qui avait d'ailleurs un moteur français. La DeLorean, c'était un V6 PRV à l'époque, fabriqué à la Française de Mécanique. Tout à fait. Ah, c'est déjà pas mal, oui, c'est parce que vous aimez les films de science-fiction? Oui, je pensais à mes enfants, là, donc voilà, je pense à la DeLorean, qui est mon enfance. Je peux vous dire la mienne? Je pense que ce serait une Citroën SM. Parce que ça faisait quand même rêver les gamins. Quand j'étais à l'école primaire, où c'était la voiture qui faisait rêver tout le monde, on rêvait tous que nos papas achètent un jour une ESM. Merci beaucoup, Guillaume Faury, délégué général de l'ANFA. On vous retrouve la semaine prochaine avec un immense plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt. Les vraies voix Sud Radio. Avec l'ANFA, l'accélérateur de changement des services de l'automobile. C'est la DeLorean, mais... Les vraies voix font rouler la France. On va se retrouver dans quelques instants, François-Louis Bourneau. Avec ce sujet, procès en appel du RN, l'avocat général réclame 4 ans de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen. Êtes-vous choqué par la peine d'inéligibilité? Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Vous nous le dites, 0826 300 300. On prend vos appels juste après la pub.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le Futuroscope, c'est ce lieu extraordinaire où le réel et l'imaginaire se côtoient. Ici, vous pourrez rejoindre Mars en roller coaster ou sauter dans une tornade. Vous glisserez sur d'incroyables toboggans et plongerez dans un parc aquatique aux 1001 couleurs. Au Futuroscope, votre imagination sera votre seule limite. Futuroscope Expérience. Bonne nouvelle! Jusqu'à 30% de réduction au Futuroscope et à l'Aquascope. Réservez dès maintenant sur futuroscope.com. Sud Radio Mende. 101.9. Sud Radio. Prenez un aller simple chez votre concessionnaire Mini et faites le trajet retour au volant de la Mini électrique édition Camden. Maintenant disponible d'occasion dès 190 € par mois sans apport. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Montant total dû avec option d'achat finale 19 990,62 €. Exemple d'offre LOA 36 mois pour une Mini électrique édition Camden d'occasion réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 mars 2026 dans la limite des stocks disponibles. Détails sur mini.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Le nouveau Cirque Zavata revient avec son nouveau spectacle électrisant en partenariat avec Sud Radio. Découvrez sur la piste les meilleurs numéros du moment. Clowns, acrobates, jongleurs et en exclusivité, un show lumineux de drones. Retrouvez le nouveau Cirque Zavata entre le 4 février et le 1er mars à Tarbes, Bayonne, Pau et Agen. Dates et informations sur nouveau-cirque-zavata.com. Et bonne nouvelle, bénéficiez de moins 50% sur vos places en réservant sur le site en mettant le code Sud Radio en majuscule. Sud Radio, les vraies voix font parler la France. Philippe David. Retour des vraies voix font parler la France. Le sujet qui vous fait réagir ce soir, il est tombé il y a une toute petite heure, un peu moins d'une heure, il y a une cinquantaine de minutes. C'est le réquisitoire pour l'inéligibilité, c'est pas facile à prononcer, de Marine Le Pen. François Louis. Absolument, un sujet qui vous fait réagir d'ailleurs. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui arrive à Marine Le Pen, dites-le nous 0826 300 300. On est avec Arnaud de Vannes. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Arnaud. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir messieurs. Bonsoir, vous avez voulu prendre la parole. Est-ce que ça vous choque qu'on réclame 4 ans de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen? Oui, c'est très préoccupant parce que on se rend compte à chaque fois que on a des élections primordiales pour l'avenir du pays, que on a l'interférence des juges qui viennent mettre leur grain de sel. Voilà, donc les Français sont lassés de cette technocratie juridique qui plombe à chaque fois les débats. Bon, moi je suis pas le péniste, je suis un ancien militant de Jean-Marie Le Pen, mais bon, sa fille, on en pense ce qu'on en veut. Pour moi, elle est quand même un peu responsable de cette situation inextricable dans laquelle on est, parce que ces échecs successifs nous plombent quand même pas mal. En revanche, je trouve inadmissible que la justice se mêle d'infliger des années comme ça d'inéligibilité d'un claquement de doigts. 3 personnes peuvent se permettre d'orienter les voix, je vous dis, malgré mes réticences quant à la personnalité de Madame Le Pen. Voilà ce que je peux dire. Vous voyez. Arnaud, est-ce qu'on vous répondra pas que finalement, je tiens à rappeler une chose, les lois qui ont été votées notamment pour l'inéligibilité avec l'exécution provisoire, ça a été voté par les députés, ça a même été soutenu par le RN. C'était au moment de l'affaire Cahuzac où il fallait laver plus blanc que blanc, et que maintenant on lave plus blanc que blanc pour de bon, et que fallait peut-être pas vouloir autant de rigueur pour les politiques qui se comportaient pas bien. Oui, non, mais de toutes les façons, dans un système qui est vérolé, on ne sait pas trop comment s'en sortir. Les Français sont très inquiets. Je vous l'accorde. Voilà. Moi, je sais pas, mais quand on regarde ce qui se passe autour de nous, Mme Mélanie ou Monsieur Trump, qui ont su, surtout Monsieur Trump, qui a su renverser la table et s'opposer clairement. Cette attitude un peu mi-chèvre, mi-chou de Madame Le Pen, d'emblée est préjudiciable à notre avenir, je pense, pour moi. Et puis ensuite, cette interférence des juges qui viennent encore mettre leur grain de sel. On ne sait plus vraiment. Heureusement qu'on a Reconquête et on a envie d'air nouveau, parce que, vous voyez, moi, bon, c'est un point de vue
strictement personnel, mais je suis très inquiet sur ces interférences juridiques. Voilà, je le redis. Alors, ça, c'est votre point de vue. Ça réagit beaucoup. Restez avec nous, Arnaud. Oui, Arnaud, restez avec nous. On a Christophe de FIAC. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Christophe. Bonsoir Philippe. Bonsoir François. Bonsoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces peines d'inéligibilité pour les responsables politiques qui sont condamnés ? Moi, à partir du moment où ils sont coupables, c'est systématique, c'est terminé. Voilà. Ils se doivent montrer l'exemple et ils ne le font pas. Donc oui, moi ça serait sans appel, moi. Donc dans l'exemple du cas de Marine Le Pen, là pour vous, c'est pas quelque chose qui vous choque, quelque chose auquel vous êtes opposé ? Bien au contraire, je pense que si c'était un peu plus ferme, les gens croiraient un peu plus. Parce que si c'est un peu trop flexible, pourquoi eux et pas nous, quoi. Certains voulaient faire l'inéligibilité à vie en cas de condamnation pour fait politique. Est-ce que vous seriez partisan d'une telle rigueur qui interdirait, alors, selon quelle condamnation ? Parce que si quelqu'un a piqué dans la caisse, je veux bien, pourquoi pas. Si c'est juste pour injure publique, c'est quand même une autre histoire, non ? Alors voilà, il y a des degrés, effectivement, il y a une graduation. Alors ceux qui piquent dans la caisse, non seulement ils remboursent et puis c'est terminé à vie. Voilà, ils repartent travailler comme les copains. Si c'est, par exemple, des emplois fictifs ou ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy dernièrement, c'est pareil. Là c'est une éligibilité à vie. À vie, c'est tout. Il faut pas discuter. On peut pas comment faire confiance à des gens ensuite qui ont galvaudé le système ou qui ont transformé à des buts à eux pour eux, quoi. Finalement, c'est pas le but, c'est pas ce qu'on demande. Et c'est pour ça que les politiques se décrédibilisent. Et c'est dommage parce que la politique c'est important. On en a besoin. Et il faudrait des gens un peu plus intègres, quoi. Et il faudrait leur faire signer une charte avant d'être élus. Christophe, restez avec nous. On a Abdelak. Ça réagit beaucoup, oui. On a Abdelak de Mont-de-Marsan. Abdelak, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous dit Christophe ? Christophe, oui, ça passe, mais le premier interlocuteur, Arnaud. c'est lui, c'est une catastrophe, quoi. C'est chacun son point de vue, hein. Chacun débat et donne ses idées. Et quel est le vôtre ? Là, écoutez, la France, c'est un pays extraordinaire qui est respecté dans le monde entier pour la société qu'on a créée, pour le partage, pour le droit, pour la solidarité. Quand on entre en politique, c'est clair et net. On doit être ultra, méga intègre. Si on veut être élu, on doit être exemplaire. C'est tout. Et quand on faute, c'est la case de prison pour le particulier banal de tous les jours qui va faire du vandalisme, qui va voler, qui va travailler au black ou autre. Quand on va tricher fiscalement, on a les impôts qui nous tombent dessus. Mais j'en ai marre, ce que je supporte plus, c'est d'entendre les gens qui disent, comme Arnaud tout à l'heure, qui viennent nous dire oui, les juges viennent se mêler. Mais je vais vous rappeler une chose. Vous savez, quand Hitler, il a voulu, quand il a commencé, attendez, non, mais je vais loin. Mais d'accord. Mais quand il a commencé le massacre qu'on a connu, il a commencé par massacrer qui ? La justice. Il a commencé par les juges et magistrats. Moi, je supporte pas qu'on les critique, ils font que leur travail. Lui, ils demanderaient à avoir moins de boulot qu'on leur en donne. Donc, il faut être ultra méga exemplaire pour représenter les citoyens et les politiques. Pourquoi on les élit ? C'est pour qu'ils rendent service à la société, pour qu'elle aille mieux demain. Mais si on n'est pas exemplaire, mais quelle image on renvoie ? C'est ridicule. C'est impossible. Donc, la condamnation de Madame Le Pen, elle est juste. Je sais pas si elle est profondément juste au niveau de la loi, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle doit être totalement blanc de chez blanc, comme elle le réclamait, comme vous le rappeliez en début de l'émission. Alors, on va laisser répondre Arnaud, Abdelak, et après il y a beaucoup d'appels, on va partir dans d'autres coins de France et de Navarre. Arnaud, rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Oui, je réponds à Abdelak. Mais qui place le curseur ? Ce sont les juges qui placent le curseur des fautes. Alors, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont jamais eu le pouvoir, le RN ni le FN. Alors, c'est facile de jeter au pilori en envoyant des juges en disant, non, vous n'accéderez pas au pouvoir. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est, il a été prouvé que Madame Le Pen ne s'est pas enrichie. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Alors, vous comprenez, c'est pas possible. Non, mais il n'y a pas d'enrichissement personnel. Monsieur,
quand vous payez le majordome de Monsieur Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, vous payez le majordome, vous le payez 5 000 € par mois avec l'argent du contribuable. Quand vous payez la sœur de Madame Le Pen, quand vous la payez pareil. Mais me dites pas que c'est pas l'enrichissement personnel quand vous payez du personnel au service. Mais ça, c'est des blagues que vous dites. C'est ineptie, c'est incroyable ce que vous dites. Mais non, mais ça, c'est polémique, moi, si je peux me payer des gens qui vont travailler pour moi dans mon entreprise à coût de 5 000 € par mois et qui vont me faire du boulot pendant tant de temps, etc., sur le dos du contribuable, eh bien, c'est un enrichissement personnel. Excusez-moi. Faut arrêter un peu. C'est une interprétation personnelle. C'est les juges qui ont dit. Moi, je reprends ce qu'ont dit les juges. Les juges ont certifié qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel pour Madame Le Pen. Bon, moi, je vous dis, je suis pas le péniste, mais je regarde objectivement ce qui se passe. Quoi, Arnaud Abdelhak, restez avec nous. Abdelhak, vous êtes de Mont-de-Marsan. On va à quelques kilomètres. C'était la finale de mémoire du championnat de France de rugby en 1963. Direction Dax. Bonsoir Michel. C'était Dax. Bonsoir Michel. C'était la seule finale 100% landaise de mémoire. Michel, quand on vous dit inéligibilité, qu'est-ce que vous répondez? Ça vous choque ou pas? Non. Moi, c'est sans appel. On l'a présenté à la confiture, même si justement personnel, et la faute, vous savez, comme tout le monde, quand je me fais prendre à 55 au lieu de 50, j'ai une amende. Oui. Et puis, j'entendais également je crois que c'était Monsieur David qui avait sur une émission, mais il y a déjà longtemps, qui avait une personne qui avait voulu s'inscrire à l'aéroport de Lourdes et qui était refusé parce qu'il avait un casier judiciaire. Michel, la ligne la ligne est pas bonne. Est-ce que vous pouvez vous décaler un petit peu, parce que on a entendu Lourdes, mais pas le reste. Alors on va peut-être pas faire des miracles, surtout en parlant de Lourdes, mais est-ce que vous pouvez vous mettre près d'une fenêtre? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ah ben là c'est parfait. Voilà. Non, alors je disais que sur une émission de Sud Radio, mais il y a déjà bien longtemps, qu'il y avait une personne qui avait postulé pour la sécurité sur l'aéroport de Lourdes. Sa candidature avait été refusée parce qu'il avait un casier judiciaire. Donc là, et c'est une personne comme vous et moi. Donc pourquoi les uns ont payé quand on a fauté, et pourquoi pas payer les autres? Alors et puis Michel, je vais vous dire autre chose. Oui, allez-y. Oui. Je vais vous dire autre chose, et puis il n'y a pas que Madame Le Pen. Si elle ne peut pas se représenter, il y a quelqu'un d'autre qui va se représenter. Ah, c'est sûr. Ce serait Jordan Bardella dans l'état actuel des choses. Voilà, et puis au premier tour, c'est chaque Français qui va prendre ses responsabilités. C'est parce que nous, on nous parle déjà d'un second tour entre Monsieur Mélenchon et Marine Le Pen, mais moi j'aimerais qu'il y ait autre chose au second tour, parce qu'on les a déjà vus depuis plusieurs fois. Alors, restez avec nous, Michel, parce que le sujet fait énormément réagir. Il faut dire que c'est l'actu chaude, ça à 1h, François-Louis. Absolument. On a Marc de Pézenas qui est avec nous. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Vous dites, vous avez du mal à imaginer une présidente en France. Expliquez-nous. Oui, parce que je crois que nous, en France, on n'est pas encore, enfin, je dis ça comme ça, c'est ce que je vois depuis tout ce temps d'élection que je vois passer. Dès qu'une femme s'approche de l'électorat pour la place de président, ça ne marche pas. En Premier ministre, on a eu ça, je pense que c'est encore jouable, toujours encore aujourd'hui. Mais cette place de président, je ne sais pas si le Français ou la France est prête pour, je sais pas. C'est assez bizarre. Et vu aujourd'hui Marine Le Pen, qui est une femme, je pense, très intelligente, ça je ne critique pas, mais vu le type de casserole qu'elle est en train de traîner, c'est pas forcément super sympa, quoi, d'essayer de te mettre au pouvoir, même si t'es blanchi, pas blanchi, il y a toujours quelque chose qui reste, quoi. Et les traces, elles restent. Que celui-là qui la suit de très près, qui est jeune, mais c'est un garçon très vaillant et qui en veut, je pense qu'elle devrait plutôt aider ce garçon-là à se mettre en avant pour sa réussite et son intérêt pour son pays. Vous pensez donc qu'elle devrait laisser la place? Alors attention, je le rappelle parce que c'est très important, ce n'était que les réquisitions. Aujourd'hui, exactement. Le jugement sera rendu avant l'été, c'est ce qui a été promis. Ça a été décalé à l'époque, c'était Gérald Darmanin qui était garde des Sceaux, enfin qui l'est toujours d'ailleurs, qui avait décalé le procès en disant comme ça on aura une chose claire pour la prochaine présidentielle. Allez, 8 mois, 10 mois avant les élections. Mais d'ailleurs, sans problème.
Philippe, entièrement d'accord avec vous. Le seul problème, c'est que elle a eu un premier jugement. Enfin, oui, elle a eu, oui. Le premier, il y a un deuxième procès qui se passe. Il y a quand même des casseroles derrière. Vous pouvez dire ce que vous voulez. À partir du moment qu'il y a introduction en justice, derrière, ça laisse des traces. Même si vous êtes blanchi, il y a toujours un doute, les gens, le machin, le truc. Il faut être blanc comme neige quand tu fais du boulot que ça. Il faut être propre. Michel, on va demander à tous ceux qui nous ont appelés. Tiens, Christophe, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Marc? Ou Michel également? Moi, je suis d'accord avec eux, quoi. Il faut être. Il y a trop de casseroles, c'est pas possible. Il y a un moment donné, c'est plus crédible. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent préparer un sous-marin, quoi? C'est toujours pareil. Nous, il faut qu'on soit irréprochable et on essaie de l'être parce qu'on est citoyen républicain. On essaie de respecter la loi. Quand on se fait prendre, comme il disait, sur la route, on paye l'amende. Là, c'est pareil. Si elle est déclarée coupable de quelque chose, c'est inéligible, c'est terminé, quoi. Voilà, c'est tout. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Et pourquoi toujours... Oui, allez-y, Christophe. Oui, mais pourquoi toujours ces gens-là, ces gros dinosaures? Alors, moi, j'ai suivi un peu l'histoire avec Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas de justice en France, il n'y a pas si. 5 ans avant, il disait toutes les peines vont être payées, tout ça. Mais ils ressemblent à quoi? Quand on les regarde, mais ils s'imaginent quoi? Qu'on réfléchit pas, on les écoute pas, mais ils ressemblent à rien, quoi. Abdelhak, qu'est-ce que vous en pensez? Deux petites choses très rapidement. La première chose qui est super importante, j'adore mon pays, j'adore la France. S'il y a quelque chose auquel il ne faut pas toucher, auquel ont touché les talibans, auquel ont touché les mollahs, auquel ont touché les différentes personnes plutôt tendance nazie, c'est la justice. La justice, je vous en supplie, il ne faut jamais qu'on y touche, on y critique. En plus, elle est indépendante, on a de la chance en France. Et les gens, s'ils ne vont pas voter ou qui votent pour les extrêmes aujourd'hui et demain, c'est à cause de politique, parce qu'il faut l'exemplarité. À partir du moment où on condamnera correctement et de manière indépendante les gens qui fautent, et notamment les politiciens qui doivent être exemplaires, là les gens reprendront goût à leurs politiciens et s'intéresseront à la politique. Mais là, le chaos actuel et aujourd'hui, c'est vraiment dû aux mauvaises postures des politiciens, aux mauvais gestes, à tout ce qu'ils font, à toutes ces magouilles. Il n'y a plus de confiance, quoi. Je crois qu'Arnaud veut réagir dans le casque. Il n'a pas tort. Je voulais simplement demander à M. Abdelhak, quel est le mur des cons? Est-ce qu'il a entendu parler du mur des cons au palais de justice, là, Alors, je vous arrête, c'était pas au palais de justice, c'était au siège du syndicat de la magistrature. Oui, c'est pareil, c'est des juges, oui, enfin bon, ça c'est l'emplacement géographique. Oui. Mais le thème du mur des cons, qu'est-ce qu'il en pense, Abdelhak, de ça? Soi-disant, c'est des juges qui sont des juges objectifs, mais c'est pas de l'objectivité, ça. Abdelhak. De toute façon, c'est pas 3 juges qui décident. D'abord, il y a des lois qui ont été inscrites. Elles ont été modifiées aussi par les élus. C'est les politiciens quand même qui dirigent. Les juges, c'est des gens qui exécutent les textes de loi qu'il y a. Donc, vous pouvez reprocher tout ce que vous voulez, où les gens ils peuvent avoir telle ou telle valeur. On juge devant la loi. Là, il y a des faits, ça représente plus de 4 millions d'euros. On va arrêter la plaisanterie. Il faut qu'il y ait un jugement. Et il faut qu'il y ait un jugement, point final. Il faut arrêter de croire, dire que la magistrature est à gauche ou à la droite ou elle est centriste. On s'en fout, c'est le droit, point final. Alors, Michel veut réagir de Dax, qu'on n'a pas trop entendu. Michel, pour le mot de la fin. Et pour le mot de la fin, je vais copier sur vous, Philippe. Moi, je veux dire afuera. Voilà, terminé. Alors, non, je suis désolé de vous le dire, ça c'est pas moi, je m'inspire du président argentin, Javier Milei. Oui, parce que j'aime beaucoup ce mot en plus. Bon. Comme je vous entends régulièrement sur Sud Radio, j'écoute vos émissions. Merci. Qui sont très bien d'ailleurs. Donc moi, c'est simple, c'est à pouvoir à terminer, on n'en parle plus. Et on passe à autre chose, comme vous disiez dans votre émission précédente, on renverse la table et on passe à autre chose. Terminé. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Vous avez été très nombreux avec des avis multiples et variés. Merci Arnaud de Vannes, Michel de Dax, Marc de Pesnas, Christophe de Fiac. Alors c'est dans le Tarn, comme c'est un peu moins connu. Et Abdelhak de Mont-de-Marsan. Merci. On était un peu partout en France. Merci beaucoup à vous. Ça merci vous a beaucoup, fait réagir. Et puis continuez de nous suggérer des sujets. 0826 300 300 pour nous appeler. Et puis par mail aussi, n'hésitez pas. Alors, je vais passer un message. On reçoit des sujets par mail
qu'on traitera. Mais alors évidemment aujourd'hui l'actu primait, vous étiez très nombreux à vouloir réagir, notamment sur ce qui s'est passé, et on espère qu'elle va s'en sortir, à l'attaque au couteau à Sanary-sur-Mer, et évidemment au réquisitoire qui a à peine 1 heure contre Marine Le Pen. Mais tous les sujets que vous nous envoyez, je vous le promets, on les fera. Mais malheureusement, eh bien écoutez, l'actu fait foi, et puis c'est vos réactions. Si vous êtes 10 à vouloir un sujet contre un seul, eh ben on joue le 10 contre 1. Et puis juste après, c'est Magali Berda